nous, on se demandait si les coûts qu'induit la mise en place d'une gouvernance démocratique n'étaient pas trop élevés. Voilà, donc on pensait du coup en termes de temps, en termes financiers et en termes d'engagement des membres. Donc on pensait beaucoup d'opportunités à l'impact sur la productivité de la SCOF ou de l'association. Pardon. Et voilà, et en termes de valeur ajoutée, de retour sur investissement de la mise en place d'une gouvernance. La question précisément, du coup, c'est... Est-ce que c'est pas trop coûteux? Mais coûteux, pas que. Est-ce que c'est pas un frein micro? Comment il fallait réfléchir au frein? Ensuite, on s'est demandé quels outils vous employez pour arriver au consensus dans les décisions que vous prenez, dans les structures que vous avez, et en particulier, quels outils vous employez quand il y a un changement d'échelle, quand vous allez changer d'échelle, quelle nouvelle personne qui rentre du coup, etc., pour arriver toujours au consensus. Est-ce que c'est pas du coup un frein au développement de la démocratie dans les structures de l'ESS? Et donc, nous, on voudrait savoir si, d'après vous, l'appartenance à l'ESS est une condition nécessaire au fonctionnement démocratique, et si il y a certains types d'organisations de l'ESS qui seraient plus à même de garantir ce fonctionnement démocratique. Je veux bien prendre la main. Sur les coûts induits par la démocratie, du coup, pour vous donner un exemple, donc, nous, la vie démocratique s'organise autour de 2 séminaires qui donc, réunissent l'ensemble des membres de la coopérative sur 2 jours. Donc 2 par an, c'est 4 jours, fois 80 personnes. Déjà, ça fait une personne à temps plein pendant 1 an. Du coup, il y a un groupe de travail qui prépare chacun de séminaires, généralement composé de 8 personnes. Du coup, il y a 2 personnes membres de l'équipe, 2 administrateurs, 2 personnes tirées au sort, 2 volontaires. Généralement, on essaie de fonctionner comme ça. Moi, du coup, j'ai dans ma fiche de poste l'animation de la vie coopérative. Donc, du coup, je fais déjà d'office partie du groupe de travail. Du coup, chaque séminaire me demande à moi à peu près 50 heures de travail en amont. Donc, effectivement, ça coûte cher en temps et donc en argent, hein, parce que finalement, c'est comme ça aussi dont on parle à la fin. Donc ça coûte cher, mais on investit là-dessus. Puis ça coûte cher aussi parce que du coup on loue des lieux, on loue des centres de colonies pour accueillir effectivement pendant 2 jours, et puis après il faut les faire manger, boire, tout ça. Et donc ça coûte de l'argent, et en même temps d'une part c'est pas une question qu'on se pose en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une mesure de est-ce qu'il n'y a pas un trade-off, il faut utiliser des langages d'économistes, parce que de toute façon c'est dans notre ADN, donc de toute façon on va le faire. Mais par ailleurs, je ne crois pas que ça pose de problème en termes d'efficacité, pour une première raison qui est qu'une décision qui a été prise démocratiquement et qui est perçue comme étant légitime, de fait, elle ne pose pas de problème dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que du coup, toute l'énergie qu'on a mise dans le processus de prise de décision, qui est aussi en fait dans la construction du problème, c'est-à-dire finalement, on n'arrive pas forcément avec une question et puis où il faut définir si c'est oui ou si c'est non. En fait, on construit le problème. Et puis une fois qu'on a construit le problème ensemble, on construit la solution. Et du coup, en fait, on n'a pas de sujet sur la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a discuté collectivement et qu'on a pris une décision légitime, et en tout cas légitimée démocratiquement, en fait, tout le monde est d'accord pour la mettre en œuvre. Et du coup, ça fait qu'aussi, pour moi, une bonne prise de décision démocratique, elle permet de se passer d'un dispositif de management. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne manage rien. Moi, je suis directeur général de GRAPP, je ne manage personne. Et il n'y a pas de dispositif de contrôle. C'est-à-dire que ça permet aussi, de mon point de vue, de détruire un peu tout l'arsenal de contrôle managériat et tous ces trucs de reporting qui prennent des dizaines d'heures par semaine au cadre dans les entreprises. Et donc là, on a un levier d'efficacité et d'économie de temps qui est majeur. Donc en réalité, si on schématise, on dit du coup, dans une organisation classique, elle va passer 5% de son énergie sur la prise de décision et puis 95% sur la mise en œuvre et le contrôle. Et nous, du coup, on ne fait pas ça. On ne fait peut-être pas l'inverse, mais en tout cas, on passe beaucoup de temps et d'énergie sur la prise de décision. Et ensuite, la mise en œuvre et le contrôle et le reporting ne nous occupe pas du tout. Il n'y a pas d'organisation de reporting au sein de GRAPP. Et du coup, sur votre deuxième question,
nous, du coup, donc déjà, on parle pas de prise de décision au consensus. Si on utilise un terme, ce serait plutôt le terme de consentement, ce qui est une subtile différence, mais quand même intéressante. C'est-à-dire de dire, le consentement, c'est qu'on a décidé une fois que plus personne n'est contre, si je résume très grossièrement. C'est notre définition du consensus, en fait. Le consensus, c'est à que tout le monde est d'accord, mais c'est que personne ne s'oppose totalement à la décision qu'on a prise. Du coup, je dirais plutôt consentement. Et du coup, donc nous, pour nos prises pour parler très prosaïquement des outils, et notamment des outils de prise de décision en grand groupe, quand on prend des décisions en plénière, donc du coup on est bientôt 100, nous on utilise beaucoup un système qui s'appelle les cartons de couleur, qui est une technique d'animation où chaque participant a un jeu de cartons de couleur, et où du coup on fait des tours de cartons. Il y a un carton vert qui veut dire je suis d'accord, un carton bleu qui veut dire je suis pas contre. Je ne suis pas forcément très au clair sur le sujet, mais en tout cas je ne suis pas contre le fait que le groupe avance dans ce sens-là. Et la décision est prise quand il n'y a plus que du vert et du bleu. Pas quand il n'y a que du vert, justement. Parce qu'en fait, il y a très peu de décisions sur lesquelles il n'y a que du vert. Il y a plein de décisions où il y a pas mal de bleu, mais c'est pas grave. S'il n'y a que du vert et du bleu, on avance. Et après, il y a un carton rouge, qui est le carton objection. Du coup, c'est bien qu'il soit rouge aussi, parce que quand on fait un carton rouge, il faut quand même bien peser le truc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus sortir des objections toutes les 5 minutes. Et voilà, je vous passe les détails sur les autres cartons, mais en tout cas, on utilise pas mal de techniques comme ça qui permettent aussi d'avancer en grand groupe sans avoir à prendre la parole. Du coup, c'est beaucoup plus efficace de se dire, bon, tour de carton, ok, on regarde, il y a pas mal de vert, mais il y a un peu de rouge, il y a un peu de violet, un peu de jaune, etc., que de demander un tour de parole quand on est à 80. Et c'est aussi plus facile de s'exprimer. Du coup, dans le dernier séminaire, on avait introduit un nouveau truc qu'on a testé, c'est le carton gris. Le carton gris, c'est un peu, bon là, ça pinaille sévère, et vraiment, on est en train de se perdre dans des méandres du débat, et en fait, on perd de vue l'essentiel. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une personne qui était la dernière arrivée, elle était là depuis une semaine, et elle s'est sentie de sortir un carton gris. C'est quand même un peu culotté, et je pense qu'elle n'aurait pas osé le faire si elle avait dû prendre la parole et dire là, franchement, on s'emmerde, et du coup, on pinaille. Par contre, le carton gris, qui est juste un truc où ouais, j'agite mon petit carton dans un coin, et bah du coup, c'est plus facile en termes de légitimité pour intervenir dans le débat. D'accord. J'ai une petite question pour toi, Caron. Tu nous as dit que le processus démocratique de construction des projets permettait d'assurer la légitimité de ces projets et donc de se passer d'un contrôle a posteriori de l'action. J'imagine qu'au-delà de ce que tu gagnes en légitimité, d'associer l'ensemble des personnes à la construction du projet, ça permet versus je construis mon projet tout seul dans mon bureau, ça permet de mobiliser tout le savoir des personnes, savoir des routines quotidiennes, etc., et où ils vont t'alerter en disant non, là en pratique ça va pas marcher parce que si, là ça va pas marcher, et donc c'est pas qu'une question de légitimité. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bah, c'est clair, enfin, moi du coup je peux avoir une très belle idée quand je prépare un séminaire dans mon bureau, mais sauf qu'en fait confronté à la réalité de ce que vivent les gens qui vont devoir s'en emparer, ça peut s'effondrer assez vite face à la réalité, et du coup c'est là aussi qu'il y a un peu le processus de sollicitation d'avis qui permet de dire oui, non, là ça marche pas, mais qui du coup, ça fonctionne quasiment tout le temps, c'est vrai. Mais par contre, le truc qui marche pas dans 100% des cas, c'est le truc un peu plus de créativité ou d'intelligence collective, où là d'un coup on a l'impression qu'il y a un truc qui a surgi, on sait pas d'où il est arrivé, mais il est là, et du coup il y a une nouvelle idée, et du coup on sort avec un truc qui n'était pas du tout prévu au départ dans l'animation. Ça, par contre, ça peut arriver aussi, mais c'est quand même plus incertain. Je veux bien compléter parce que du coup je rejoins beaucoup de choses de ce que Kevin a dit sur les outils, et du coup je vais quand même introduire un petit bémol parce que ça donne l'impression que c'est super, mais c'est tous les jours au quotidien. Du coup nous on est une organisation répandue sur toute la France, du coup les cartons de couleur on adore ça, mais quand on veut se réunir, nous du coup on est 20 000 sociétaires, donc c'est pas possible. Et les cartons de couleur par réunion téléphonique, on n'a pas encore trouvé, donc on essaye d'investir dans de la visio, mais tout le monde n'a pas le bon ordi, le bon truc, le bon raccord qui va bien, donc on doit aussi faire avec des contingences un peu techniques qui font que sur le plan théorique, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, et puis après dans la pratique,
c'est plus compliqué quand on augmente le nombre et que donc aussi on augmente la diversité des personnes qui sont mobilisées par le projet. Ce que j'entends de Kevin, mais il faudrait que tu me confirmes, c'est qu'il y a aussi une homogénéité des personnes, de leur activité par rapport au GRAP. Nous, dans notre organisation, on a des gens qui ont vraiment des enjeux très différents. Et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur les valeurs que certains brandissent, parce qu'ils sont très éloignés parfois du projet sur le plan au quotidien. Et donc, ce qui les rattache au projet Enercop, c'est les fameuses valeurs. Alors nous aussi, on a notre charte qu'on a mis des mois et des mois à construire. Enfin bref, on a tout pareil, en version un peu plus merdique, passez-moi l'expression. Et du coup, c'est comment on s'en sort tout en gardant l'idée que tous les outils que Kevin a évoqués, ça reste des bons outils et c'est probablement les plus performants qu'on a aujourd'hui. Et en plus, il y a tout un développement de ces outils et de l'analyse de la pratique de ces outils. Donc ça se développe et ça se construit et ça gagne en puissance. Et en même temps, comment on trouve des solutions d'adaptation à chaque contexte d'organisation qui est différent. Donc nous, c'est le fait que quand on fait un cercle de réflexion sur le développement commercial, eh bien, il faut associer les 10 responsables commerciaux de 10 coopératives qui sont dans 10 villes différentes, qui viennent de parcours très différents. Donc ça rejoint ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, et si c'est ces mots-là que vous devez retenir de la journée, c'est la confiance dans le groupe, la confiance dans le fait que je ne comprends pas tout, et donc je fais mon carton bleu, c'est-à-dire je suis pas complètement, j'ai pas tout bien compris, mais je considère que ceux qui ont l'air d'avoir compris, ils savent ce qu'ils font. Et il y a de ça aussi. Et à un moment, il faut accepter dans ces modes-là qu'on ne comprend pas tout, mais on est suffisamment en confiance pour que ça continue à avancer. Et c'est que quand on sent que vraiment il y a un loup, qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, qu'on sort son carton rouge. Et ce carton rouge, il faut pouvoir l'assumer, l'expliquer, etc. C'est les fameuses objections. Et est-ce que je peux vivre avec? Et donc, quand on sort son carton rouge, c'est que je ne peux pas vivre avec. Et donc, forcément, ça s'applique à des décisions qui sont quand même très impactantes, à la fois pour chacun individuellement ou pour la mise en œuvre du projet. On ne va pas passer des décisions donc par consentement. Et effectivement, je rejoins Kevin sur le fait que nous, on n'utilise pas le mot consensus parce qu'il donne l'impression, ce matin Sébastien a essayé de dire qu'il y avait du consensus qui n'était pas mou. Pour moi, le consensus il est toujours un peu mou, donc du coup on va plutôt sur ce principe de consentement qui du coup demande, pour moi la différence, le consensus c'est qu'on ne dit rien et qui ne dit mot consent. Mais alors que le consentement, en fait on va dire les choses et on va l'exprimer et donc c'est engageant. Et là, c'est une vraie différence. C'est un peu subtil, mais dans la pratique, c'est quand même une vraie différence. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est comment, par l'augmentation de la taille, on ne va pas perdre trop de gens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut renoncer à ce que tout le monde soit au diapason de toutes les décisions, de tous les niveaux de connaissances, etc. Et ça, c'est très compliqué dans le changement de taille d'une entreprise. Ça rejoint la question quand on change de taille et comment on utilise ces outils. C'est qu'à un moment, donc nous aussi on faisait des tours de ce qu'on appelle en sociocratie, donc des tours de clarification, des tours de ressenti, des tours d'objection. Et ça, chacun s'exprime. Donc quand on est à 100, ça veut dire qu'on prend le temps. Voilà. Et donc de passer au carton de couleur, ça permet d'aller plus vite tout en faisant exactement le même exercice. Mais à un moment, la difficulté, c'est pour ceux qui sont les plus anciens, c'est de dire « je ne suis plus au courant de tout, je ne comprends plus tout ce qui se passe, mais c'est pas grave, je lâche prise et je fais confiance au groupe ». Et ça, clairement, il y en a qui n'y arriveront pas et qui deviennent du coup des vrais freins dans l'organisation parce qu'à partir du moment où eux n'ont pas compris, ils projettent sur l'ensemble du groupe qui est devenu très gros, que du coup tout le monde ne comprend plus et qu'il faut s'arrêter, se reposer. Et quand on est dans un modèle économique sur un marché extrêmement concurrentiel comme on l'est nous, on n'a pas le droit de s'arrêter. Enfin, une entreprise qui s'arrête pour se regarder, elle recule en fait. Et donc, soit on dit qu'on a une ambition trop grande,
Et donc dans ce cas-là, on rabat de la voilure, et voilà, et dans un marché comme le nôtre, je pense que si on rabat de la voilure, autant s'arrêter tout de suite. Donc voilà, il y a aussi ces questions qui viennent percuter le groupe, et entre l'idéal des outils, il y a vraiment une richesse et une envie de créer tous ces outils d'animation du collectif, et en même temps, il y a le côté pragmatique du fait qu'il faut répondre aux questions tous les jours. Après, il y avait la dernière question, après on passe la parole aux autres, sur ESS et fonctionnement démocratique. Du coup, pour moi, je suis... alors je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire devant le master économie sociale, mais... Ce qu'on veut. Je crois que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça, où il y aurait... bon, moi j'ai un grand parcours dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est des choses que j'ai longtemps travaillées. Et ce qui m'a intéressé en venant à Enercop, c'est aussi de mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'à un moment, il y a la théorie, puis après, il y a la pratique au quotidien dans une entreprise qu'il faut faire vivre. Et du coup, le monde n'est pas binaire. C'est pas d'un côté les gentils ESS qui seraient démocratiques, et puis de l'autre côté, les autres qui sont capitalistes et pas démocratiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On connaît des organisations de l'ESS qui sont très peu, pour pas dire pas du tout démocratiques, et à l'inverse, on a des exemples dans des entreprises qui ne se prévalent pas d'être des organisations de l'économie sociale et qui ont des pratiques qui ont fait pousser qui ont poussé dans les retranchements leurs dirigeants et qui ont fait bouger des choses. Donc, alors évidemment, la dimension statutaire de l'économie sociale et solidaire, et le fait, Kevin le réévoquait, le préambule qui est obligatoire dans une SIC, forcément, ça pose des choses, et on peut imaginer, et c'est des fois un peu compliqué, d'imaginer qu'une entreprise de l'économie sociale est par nature démocratique. Mais la démocratie, ça se fait vivre tous les jours et au quotidien, donc on peut écrire des belles chartes, mais si ça ne se vit pas au quotidien par la formation, etc., comme on le voyait au MRJC, qui est beaucoup sur la question de la formation, si on ne fait pas ça, de toute façon, la démocratie, elle ne vit pas, que ce soit dans l'ESS ou ailleurs. Et juste une petite, pour l'anecdote rigolote, il y a le président d'une grande mutuelle d'assurance française, pas la Massif, je vous rassure, il a l'habitude de dire une organisation démocratique, ça se gouverne à un nombre impair de personnes, et 3 c'est trop. Je répondrai tout à l'heure sur le consensus. Pour revenir sur les outils pour arriver à un consensus ou consentement, nous au sein du MRJC, je me rends compte qu'on va être obligé de mettre en place ces outils-là à partir du moment où on a des réalités différentes qui arrivent et qui doivent trouver un accord commun. Parce qu'au niveau départemental, c'est à la charge du conseil d'administration de mettre en place l'ensemble des choses qui sont demandées par les militants lors de l'Assemblée générale. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'arriver à se mettre en accord, puisque l'objectif du conseil d'administration au niveau départemental, c'est de faire vivre les idées et les envies des jeunes au niveau local. Par contre, quand on arrive au niveau régional, où là on va plus réfléchir autour de quelle formation on propose pour les jeunes, eh ben, on va arriver à devoir discuter avec des MRJC différents. Donc le MRJC pour nous, en tout cas au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, le MRJC de l'Ain, le MRJC Rhône-Loire, le MRJC Haute-Savoie, Ardèche, toutes ces villes locales qui ont des réalités qui leur sont propres, qui ont donc choisi d'être dans des actions qui vont être différentes au cours de l'année. Au niveau régional, il va falloir qu'elles s'accordent pour prendre des décisions communes. Et là, à partir de là, on va arriver à être dans l'obligation d'avoir des outils pour pouvoir prendre des décisions ensemble et se mettre d'accord. On n'arrive pas encore à écarter tous les noms. Enfin, on n'a jamais, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Donc on part du principe que chaque département a un nombre de voix identique et au sein du département, ils ont par exemple 4 voix et ils peuvent les pondérer, donc dire s'ils sont d'accord ou s'ils votent blanc. Donc le blanc, ça peut être le carton bleu, on va dire, ça correspond à ça.
ou alors dire complètement oui ou pondérer, que ce soit le oui ou le non peut être pondéré. Mais ils ne peuvent pas dire deux oui et deux non, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a ces outils-là, en fait, pour nous, elles arrivent vraiment, ils vont être mis en place qu'à partir du moment où on va être confronté à des réalités différentes et où, du coup, il va falloir prendre en compte la réalité de l'autre aussi dans sa propre réalité. Et là, forcément, on est obligé de se cadrer un petit peu plus. Mais essayer quand même d'être dans l'égalité de chacun, puisqu'on n'a pas le même nombre de militants qui sont dans un département ou dans une région. Et donc, c'est pour nous quand même important cette question que quel que soit le nombre de personnes présentes, c'est pas parce qu'il y aura plus de personnes qui vont avoir le droit à plus de voix, plus de place. Ensuite, pour revenir sur les coûts aussi induits, on se rend compte qu'au niveau financier notamment, les coûts ils seront importants à partir du moment où il y aura un salarié. Et là, on va entrer dans je trouve en tout cas qu'on entre dans une gouvernance différente, parce que parfois le coût financier va aller re-questionner la gouvernance, notamment si on a des coupes budgétaires, ce qui est à peu près notre cas en ce moment. Donc, on se retrouve à re-questionner du coup mon poste au niveau régional, puisqu'on est dans un flou financier aujourd'hui. Ce qui fait qu'on va aller se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut pour ce poste-là et quelle vie démocratique on veut avoir au niveau régional. Donc on a essayé de laisser de côté la question du coût financier pour aller sur le fond, mais c'est difficile de séparer ces deux choses-là, et c'est assez complexe de se dire que notre coût financier, on aimerait qu'il n'impacte pas sur la gouvernance, mais en fait, à partir du moment où il y a un salarié, de fait, ça a un impact. Et au niveau du coût humain, ce qui est important pour nous, c'est que l'engagement, il est choisi. Donc effectivement, ça va demander du temps à la personne, ça va demander des soirées, des week-ends, ça va lui demander d'aller se former, ça va lui demander des fois de peut-être choisir entre, de rentrer chez ses parents ou alors d'aller organiser un événement. Mais cet engagement-là, on ne le comptabilise pas en termes de temps, on va vraiment plus dire c'est ton engagement, c'est toi qui l'as choisi. À partir de là, c'est à toi de voir si tu veux que ça te prenne du temps. Dans ce cas, à toi de t'engager plus ou moins. Ou si tu veux que ça te prenne un petit peu moins de temps, dans ce cas, ça va être peut-être quelque chose de plus ponctuel. Et le coût, il se répartit, le coût humain, il se répartit parce qu'il y a toujours des personnes qui vont plus vouloir s'engager et d'autres qui vont moins le vouloir. Mais cet ensemble de ces personnes-là, il est important au final, puisque chacun va apporter aussi du coup sa propre personnalité, ses propres idées, tout ça. Mais c'est vraiment le coup, on essaye toujours de se dire qu'il est choisi, et même quand on parle du coût financier, on a sur les déficits, quand on essaye de les expliquer sur nos budgets, on se dit toujours qu'il y a un tiers du déficit financier qui est choisi, parce qu'on a quand même voulu aller porter cette action-là, même si on sait qu'elle est déficitaire. Parce que en contrepartie, on sait qu'elle va nous apporter d'autres choses. Elle va nous apporter un engagement plus fort de la part des jeunes, ou alors elle va nous permettre une représentativité qu'on a vraiment envie d'avoir. Enfin, voilà, c'est comment est-ce qu'on prend les choix des coûts au sein des associations, enfin de notre association. Voilà. Je voulais revenir sur la deuxième question, sur les outils, les moyens pour arriver au consensus ou consentement, et quid du changement d'échelle. Pour moi, dans mon expérience, le plus important, c'est la qualité d'écoute, quand on est autour d'une table, s'il y a une table d'ailleurs, pour discuter d'un sujet plus ou moins important. Et cette qualité d'écoute, elle ne dépend pas d'un savoir-faire, ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école ou en se formant un outil, c'est du savoir-être, et du coup ça se pratique.
Et quand on est 3-4 associés à démarrer une structure et qu'on s'entend, qu'on est en phase, il y a cette qualité-là, et je l'ai vécu dans une association. Puis ça a grandi, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Comment on entretient cette qualité d'écoute et ce climat de confiance qui dépend beaucoup en fait du cadre qu'on se donne dans ces réunions-là. Un cadre en fait qui est tellement nouveau, enfin ce que j'ai vécu dans cette association-là, que ça attire des gens qui viennent presque juste pour faire les réunions, plus que pour le prétexte, enfin la mission derrière. Voilà. Et comment on entretient ça? Et donc il y a la notion de cadre, qui est garant du cadre et quel cadre on se donne. Et par rapport au changement d'échelle et puis au changement de dynamique aussi, quand on arrive dans l'opérationnel, quand on est sur un marché qui a un budget à tenir et puis des sous à faire rentrer, une pression technique, comment on maintient cet état d'esprit, cet état d'ouverture centré sur l'intérêt collectif plutôt que sur mes intérêts à moi ou mes peurs qui peuvent me dire non mais là il faut qu'on puisse payer les salariés à la fin du mois, donc on n'a plus le temps de réfléchir ou j'ai plus le temps de t'écouter, on va avancer et puis et je vois le cadre comme un contenant en fait, voilà, qui maintient cette pression de l'extérieur pendant un certain temps, 1 heure, 2 heures de réunion. Mais c'est important, je pense, de créer cette qualité-là pour pouvoir oser dire et se dire en oubliant un moment tout ce qu'il y a autour pour pouvoir être dans cette intelligence pas juste intellectuelle, mais plus de l'ordre du ressenti, de l'intuition et de l'humain. Et pour ajouter à ça, quand on est en désaccord, qu'est-ce qu'on fait? À grande échelle, il y a le processus de construction des désaccords féconds que Patrick Vivray présente et qui permet à grande échelle de débattre de sujets qui font vraiment polémique. Et donc pourquoi pas dans une organisation aussi utiliser ça. Voilà. Il suffit d'avoir une salle qui contient des centaines ou des milliers de personnes et ça marche. Et puis pour finir, je dirais Jacques Lecomte, qui a écrit un livre sur l'entreprise humaniste, il dit une phrase qui résume tout pour moi, c'est une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où on sait s'engueuler sainement. Tu as dit que quand on change d'échelle, on pourrait tout à fait imaginer une grande salle qui contient 2000 personnes et puis on pourrait débattre. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de débattre. Toute la difficulté, c'est qu'il s'agit de prendre des décisions. Et alors, je prends l'exemple de la Massif, qui a un vrai appareil politique. Pour le coup, il y a 5 millions de sociétaires. C'est le premier scrutin privé de France. 5 millions de sociétaires qui élisent quelque chose, enfin un peu plus de 2000 délégués. Et donc, effectivement, il y a une grande messe, il n'y a pas si longtemps, il y avait 1400 personnes, quelque chose d'assez monstrueux. Du coup, pour le coup, on est absolument obligé de structurer la gouvernance. Gouvernance structurée par région, nationale, etc. Et alors la gouvernance de la Massif, elle est structurée en 7 sensibilités politiques. Et dans les sensibilités, il y a des coordinateurs. Et donc dans chaque instance, il y a toujours l'ensemble des 7 sensibilités qui est représenté pour prendre des décisions. Et pour le coup, le mode de prise de décision, c'est le consensus. Il ne parle pas de consentement, il parle de consensus. Et ils sont toujours en train, oui, les élus eux-mêmes sont assez critiques quant à ce mode de prise de décision. Ils dénoncent ce qu'ils appellent le consensus mou. Sébastien nous en a parlé ce matin. Un ancien président de la région Rhône-Alpes, un ami que j'aime beaucoup, disait souvent « le consensus fait des consensus ». Pour illustrer un peu voilà, ce à quoi on arrive par le consensus. Et alors donc, moi quand j'entre à la Massif, tout le monde me dit ah, le consensus mou, et donc je vais regarder un petit peu dans les textes, c'est quoi ce consensus, comment est-ce qu'il est défini. Alors là je vous promets, je fais tous les textes, charte de gouvernance, tout ça, et aucune définition du consensus, mais zéro. Alors le consensus, c'est le pendant du pluralisme. Si vous êtes une entreprise démocratique et pluraliste avec des sensibilités, vous ne pouvez pas surimposer une perspective sur les autres. C'est le jeu. Donc vous êtes obligé d'être consensuel. Alors sur la question des outils, il faut être clair tout de suite, il n'existe aucun processus de délibération qui permette à coup sûr de construire l'adhésion des acteurs. Il y aura toujours du conflit.
et je trouve que c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, comment ça se passe quand on construit un projet? Eh bien, pluralisme oblige, vous demandez à tout le monde. Donc vous créez des comités, les sensibilités vont se réunir, enfin, tout le monde va se réunir, tout le monde va produire des documents avec leurs idées, etc., etc. Et puis ensuite, comment on fait? Comment on fait pour de toutes ces idées-là venir dessiner ce que sera la Massif de demain ou peu importe l'organisation de demain. De fait, le principe du consensus, alors quand vous demandez aux gens, le consensus c'est quoi? Des gens qui vous disent, bon, c'est la majorité. Des autres qui vous disent, mais non, c'est pas la majorité, sinon on aurait dit majorité. D'accord, alors c'est quoi? Il y en a qui disent, oh, c'est quelque chose comme l'unanimité. D'autres qui vous disent, mais non, c'est pas l'unanimité, parce que sinon on aurait parlé d'unanimité. D'accord, bon, alors consensus c'est quoi? Oh, c'est l'adhésion de 60, 70%, enfin voilà, on sait pas trop. Mais le fait est que, en réalité, quand on observe les instances de gouvernance, on se rend compte que ce truc-là du consensus joue en réalité comme un droit de veto des sensibilités sur les projets. À partir du moment où vous êtes à cette sensibilité, si vous en avez une ou deux qui disent non, eh ben on ne fait pas. Et comme de toute manière, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, parce que c'est le jeu de la démocratie, eh ben c'est dur de faire. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un processus d'élaboration de la stratégie, c'est une usine à gaz. Au final, vous avez des piles et des piles de documents où tout le monde a donné son avis, et c'est vraiment super. Mais le seul moyen de sortir de ça, c'est d'en passer par le plus petit dénominateur commun. Donc on regarde. Qu'est-ce qui a priori convient à tout le monde. Et bon, le problème c'est qu'en faisant ça, c'est forcément un peu tiède. C'est ou tiède ou ambigu, et encore une fois, d'accord, donc, pardon. Et donc, encore une fois, on a du mal, on a énormément de mal à construire l'action collective dès lors qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur qu'est-ce qu'on entend par consensus et quels sont les modes de prise de décision en pratique qu'on choisit de suivre.